Bonjour, je me présente, je suis le docteur Mohamed Taher Hamlaoui, pédiatre. Nous allons parler aujourd'hui des maladies héréditaires du métabolisme, non pas de leur traitement, mais essentiellement pour quand y penser et comment explorer, c'est-à-dire la base de toute exploration de ces maladies-là. Le plan qui est devant vous est le suivant. Nous allons faire la classification de ces maladies-là. Ensuite, nous allons faire les aspects cliniques de la période anténatale et de la période postnatale, suivi des examens sommaires simples, de débrouillage paraclinique, pour avoir une orientation et nous terminerons par une conclusion. Les maladies héréditaires du métabolisme, dans tout l'exposé, nous allons le résumer par MHM, sont des maladies rares. Ce sont des maladies rares, c'est pas parce qu'elles sont rares qu'on ne les trouve pas, en effet, on ne les trouve pas parce qu'on ne les cherche pas. Et on ne les cherche pas parce qu'on ne les connaît pas. Ce qui revient à dire, on trouve que si on les cherche et on cherche ce que l'on connaît. Nous allons parler essentiellement, et pour ne pas dire uniquement, des maladies traitables, c'est-à-dire des pathologies qui vont nécessiter un traitement en urgence, car c'est elles qui doivent être évoquées, en premier, pour la mise en route d'un traitement adapté, en fonction des hypothèses, et très souvent, sans attendre la confirmation diagnostique. Selon un diagnostic probabiliste de maladie héréditaire du métabolisme, nous allons mettre en route un traitement sans attendre la confirmation moléculaire de la maladie. Et enfin, c'est une règle de la plus grande compétence, lorsqu'on ne connaît plus, lorsqu'on est dépassé, ne pas hésiter à demander de l'aide auprès de ses collègues. Les maladies héréditaires du métabolisme, en 30 ans ou même plus de ma carrière, les maladies héréditaires ont une place de plus en plus importante. Elles sont responsables de deuil, de décès et d'handicap. Elles font partie des maladies dites orphelines, car elles représentent un ordre de prévalence de l'ordre de moins de 1 sur 2000 naissances. Qu'est-ce qui caractérise ces maladies héréditaires du métabolisme? Ces maladies héréditaires du métabolisme sont caractérisées par un déficit enzymatique. Toutes sont marquées par un manque d'un déficit enzymatique qui va toucher soit les métabolismes des protides, c'est-à-dire des acides aminés, soit le métabolisme des glucides, c'est-à-dire des sucres, ou le métabolisme lipidique. Ce sont les plus fréquentes et les plus importantes, mais d'autres vont toucher les métabolismes beaucoup plus complexes que nous aborderons en fin de présentation. Sachez que ces maladies héréditaires du métabolisme sont extrêmement nombreuses. Actuellement, elles dépassent les 500 déficits enzymatiques. Les maladies héréditaires du métabolisme sont de deux types. Et lorsque nous les aborderons sur l'angle, les maladies qu'il faut diagnostiquer rapidement, car elles sont traitables, et dont le but est de réunir les éléments, surtout en période de crise, pour mettre en route un traitement probabiliste en extrême urgence. Et la deuxième catégorie, ce sont les maladies, hélas, non traitables en urgence, pour lesquelles nous allons réunir les éléments du diagnostic en vue, pour les grossesses ultérieures, en vue d'un diagnostic prénatal. Peut-on classer les maladies héréditaires du métabolisme? La seule classification, c'est celle du professeur Jean-Marie Saudubré, notre maître Jean-Marie Saudubré, et à laquelle je fais allusion actuellement. Trois types d'intoxication, trois types de maladies héréditaires du métabolisme. Celles qui sont en rapport avec une intoxication endogène, c'est-à-dire du fait qu'il y a un déficit enzymatique, il y a une production d'un métabolite qui devient toxique pour le cerveau, toxique pour le rein, toxique pour le poumon, toxique pour le sang, et ceci va exprimer, on le verra ça tout à l'heure. La deuxième catégorie, c'est les troubles parce qu'il y a une maladie héréditaire du métabolisme, parce qu'il y a un trouble du métabolisme énergétique, et enfin, les anomalies de synthèse du catabolisme plus complexes. Voyons d'abord la première catégorie, c'est-à-dire celle où, du fait qu'il y a un déficit enzymatique, il va y avoir une accumulation d'un métabolite toxique en amont de cette réaction
parce qu'il y a un déficit enzymatique. Ce sont les aminoacidopathies, par exemple la phénylalanine, la tyrosine, les acides aminés, les acides uriques organiques, les déficits en cycle de l'urée ou encore les intolérances au sucre. Ce sont celles qui s'expriment très souvent dans le tableau de l'extrême urgence neurologique et métabolique. La deuxième catégorie, ce sont les maladies héréditaires du métabolisme en rapport avec métabolisme énergétique. Alors là, il y a un défaut d'utilisation ou de production de l'énergie, c'est-à-dire de la mitochondrie. Et comme la mitochondrie se retrouve dans tous les organes, dans tous les tissus, sauf au niveau du globule rouge, nous allons avoir des enfants qui vont avoir une aggravation qui va toucher le foie, le muscle, le cœur et le cerveau. Dans ce groupe, l'hypoglycémie, du fait même que c'est un métabolisme énergétique, l'hypoglycémie demeure le symptôme majeur. Ce sont les glycogénoses ou l'oxydation des acides gras et les acidoses lactiques congénitales, soit le déficit en pyruvate carboxylase, en pyruvate déshydrogénase ou les cytopathies mitochondriales. Enfin, les anomalies de synthèse ou du catabolisme des molécules plus complexes, c'est-à-dire les maladies lysosomales, peroxysomales, les troubles de la glycosylation des protéines, les anomalies de synthèse du cholestérol. Hélas, il n'y a pas de traitement d'urgence. Il faut établir un diagnostic, mais sans caractère d'urgent. L'atteinte, elle est progressive, elle est indépendante des facteurs incurrents, rarement dans des tableaux aigus et qui rentrent dans les situations d'urgence. Peut-on faire un diagnostic? Comment fait-on un diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme? Il faut retenir que les maladies héréditaires du métabolisme ont une symptomatologie très souvent urgente. Et par conséquent, l'urgentiste, le pédiatre aux urgences est confronté à ces situations. Deuxièmement, elles ont une symptomatologie non spécifique. On peut tout évoquer chez l'enfant. Et troisièmement, le répertoire de ces symptômes reste limité. Parmi la centaine de maladies héréditaires du métabolisme, actuellement, elles sont à révélation néonatale. Par conséquent, c'est le médecin en salle de naissance, et je dirais même la sage-femme et le néonatologiste, qui est souvent en première ligne pour évoquer une maladie héréditaire du métabolisme, pour organiser les prélèvements à visée diagnostique, que nous verrons tout à l'heure, et parfois débuter un traitement et orienter l'enfant vers un service approprié de référence. La survie et la prévention des séquelles neurologiques de ces maladies héréditaires du métabolisme dépendent de la précocité du diagnostic, de la prise en charge de qualité et surtout de la mise en route du traitement. C'est la malfaisance du temps qui passe. Parce que le néonatologiste est le premier à être interpellé, nous connaissons de plus en plus maintenant, à ces maladies héréditaires du métabolisme, des signes d'appel anténataux. Les signes d'appel sont connus maintenant, et l'obstétricien devrait également le connaître, c'est les anasarques. Les anasarques, lorsque on a un argument pour une origine métabolique, lorsqu'il y a des antécédents de mort fétale, de fausses couches, de mort-née, de consanguinité, et surtout, lorsque nous ne trouvons pas ce nouveau lien-là, pas de stigmate d'infection, pas de malformation, et surtout lorsque le karyotype de cet enfant est normal. Les étiologies sont diverses. Lorsqu'on trouve au cours de ces situations d'anasarque et de mort fétale, les maladies lysosomales, paroxysomales, la chaîne longue, les déficits primaires en carnitine, transaldolase et hémochromatose néonatale. Toujours en période anténatale, la survenue, le dépistage, la survenue au contraire, lorsqu'on trouve des raies hyperechogènes, pensez au syndrome hépato-rénal ou encore déficit d'oxydation des acides gras. Les anomalies cérébrales, mieux vues en IRM qu'en échographie, c'est les anomalies de giration, les maladies paroxysmales lorsqu'il préexiste des kystes des zones germinatives, l'hypoplasie du corps calleux, pensez au déficit en sulfoxydase, la microcéphalie, le déficit, l'anomalie de la synthèse de sérine ou les acidéries
organique avec une macrocéphalie, les épiphyses ponctuées, par exemple maladie paroxysmale ou cardiomégalie, maladie de pompe. Voilà des signes en anténataux qui peuvent nous interpeller, nous renseigner et dès la naissance orienter vers telle ou telle anomalie ou au contraire mettre l'enfant dans des structures où, qui peuvent faire une approche diagnostique assez correcte. Très souvent, ce sont des signes post-nataux des maladies. C'est très souvent, soit il s'agit d'un nouveau-né prématuré, et c'est une association fortuite, mais très souvent, c'est un nouveau-né à terme, qui naît à terme, gros bébé, et qui est malade. Et qui est malade parce qu'il y a, et qui est malade qui arrive à ce moment-là, au même titre que l'infection, que les malformations, que le traumatisme et l'asphyxie périnatale, que les troubles électrolytiques, pensez à une maladie héréditaire du métabolisme. Pensez à une héréditaire du métabolisme, surtout lorsqu'il y a une consanguinité, surtout lorsqu'il y a des décès inexpliqués dans la famille, et surtout lorsque la chronologie des événements est en faveur, par exemple, un intervalle libre, ou la deuxième, lorsque l'enfant qui a été traité pour infection au bout de 2 jours ou 3 jours, où les marqueurs de l'infection sont absents, où il ne répond pas au traitement anticonvulsivant. Donc, dans la chronologie des événements, lorsqu'il y a un traitement, les symptômes deviennent réfractaires au traitement conventionnel, pensez à une maladie héréditaire du métabolisme. C'est pour ça qu'il y a des signes d'orientation. Les signes d'orientation, nous répétons, la consanguinité, car ces maladies héréditaires du métabolisme, ce sont des maladies autosomiques, 80% sont génétiques, et surtout autosomiques récessifs, et donc exposées par est mise en valeur par la consanguinité, lorsqu'il y a des décès dans la fratrie ou encore des antécédents familiaux, lorsqu'il y a une notion d'intervalle libre pendant 2 semaines, 3 semaines, l'enfant n'a rien eu, aucune expression clinique, et apparaît une détresse neurologique primitive, je dis bien primitive, parce qu'il n'y a pas de méningite, parce qu'il n'y a pas d'hémorragie cérébrale, parce qu'il n'a pas fait une asphyxie périnatale, et surtout, parce qu'il y a une aggravation malgré un traitement symptomatique, anticonvulsivant ou encore métabolique. C'est de cette suspicion, avec des symptômes, je vous ai dit, qui n'existent pas de symptômes spécifiques. C'est une décompensation aiguë après une période normale. C'est un enfant avec une léthargie, une hypotonie, des convulsions rebelles, intraitables, qui n'a pas obéi au traitement conventionnel, parce que c'est un enfant qui fait une apnée alors qu'il n'a pas raison de faire une apnée, parce qu'il fait un tableau de sepsis sans signe anamnestique, clinique ou biologique, marqueur de l'infection, surtout lorsqu'il y a des odeurs inhabituelles ou lorsque vous avez un ictère que vous n'arrivez pas à expliquer, un tableau dysmorphologique ou encore une viscéromégalie. On voit qu'il y a un faisceau, de symptômes qui va nous orienter sur ces maladies héréditaires du métabolisme. Mais il y a quelques signes cliniques, quelques signes spécifiques à rechercher lorsqu'il y a particulièrement des mouvements particuliers de pédalage ou de boxing et surtout spécifiques d'urine. Les urines, une odeur particulière des urines, une odeur particulière de sueur, une odeur particulière de l'air. Sinon, ce sont des signes non spécifiques que je résume en disant très souvent, c'est un bébé moche qui ne rentre pas dans le tableau de l'infection, qui ne rentre pas dans le tableau de la malformation. Alors à ce moment-là, je vais penser à la maladie héréditaire du métabolisme. Et à ce moment-là, la question va se poser. Puisque nous n'avons pas de symptomatologie spécifique, comment nous allons nous retrouver dans ce tableau, dans ce labyrinthe où, alors, il y a des démarches assez simples que nos maîtres nous ont appris. Les voici, des examens simples qui peuvent être faits d'abord au niveau du sang, un équilibre acido-basique, un tableau biochimique fait de glycémie, de sodium, chlore et de calcium, un hémogramme avec une numération formule sanguine avec le VGM, et enfin, un équilibre, un dosage biochimique, c'est-à-dire le métabolisme énergétique, lactate, pyruvate, ammoniémie, et un bilan hépatique avec l'ETP et bilan de transaminase de cytolyse. Si l'on n'arrive pas à le faire rapidement, c'est une urgence, et ce sont des examens de l'urgence, qui doivent être dans l'urgence, assez simple d'ailleurs. Je résume, gaz du sang, biochimie, hématologie, métabolisme précis de stress oxydatif,
bilan hépatique, à partir de ça, on peut. Sinon, eh ben, si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On prélève du sang ou du plasma qu'on va congeler à moins 20 degrés. On envoie le sang centrifugeuse et on va le faire dans un tube, on va le garder à moins 20. Eh bien, si on n'a pas, c'est du sang frais qu'on va mettre sur buvard. Les voilà le buvard. Ici, une goutte, une goutte, une goutte qui ne sortent pas. Je ne vais pas déborder aussi, on peut le faire une autre fois. Ici, dans ce sang, pour l'envoyer au laboratoire, c'est ce qu'on appelle un buvard. Sinon, c'est dans les tubes qu'on va garder. Voilà. Les tubes héparinés, EDTA ou citratés. Le deuxième prélèvement après le sang, ce sont les urines. Les urines. Il faut conserver les urines, soit faire des urines, des analyses sur des urines fraîches. On va faire un phénistix, rechercher ici de la phénylalanine, corps cétonique, la recherche de dinitrophénylhydralazine, spécifique de la leucinose, 1 ml d'eau distillée, 1 ml d'urine et 1 ml de ce réactif-là. Et vous allez voir une coloration particulière, le pH urinaire, la glycosurie et la réaction de Brandt pour certains acides aminés, soufrés en particulier. Maintenant, si on n'arrive pas à voir, on se trouve dans un hôpital qui ne peut pas faire rapidement ces analyses. Eh bien, toujours conserver les urines de 24 heures. Sinon, les urines de 24 heures, c'est recueillir chaque mission fraîche, la mettre au frigo dans un récipient sans conservateur, et puis la diurèse des 24 heures, la conserver à moins 20 degrés. On a vu les sangs, on a vu les urines. Ce sont les examens basiques dans tous les pays du monde sur la base desquels on va faire une grande orientation. Une grande orientation. Sinon, il va falloir stocker, on a vu tout à l'heure ce qu'il faut faire. Quels sont les autres examens que nous pouvons? C'est l'électroencéphalogramme. Il y a quelques spécificités dans les maladies métaboliques, en particulier dans certaines maladies, lorsque acidurie organique, vous allez voir les birth suppression, ce sont des tracés typiques, et je ne suis pas aussi compétent qu'un électroencéphalographiste pour le dire en tout cas. Une échocardiographie, mais ce n'est pas une urgence, ce n'est pas absolument nécessaire pour le diagnostic, le LCR, une radio du squelette, la biopsie de la peau qu'on va garder au sérum physiologique, l'analyse du LCR. Pourquoi on fait le LCR? Parce que le lactate, l'ammonémie et surtout le lactate sont beaucoup plus stables dans le LCR que dans le sang, toujours à congeler. La biopsie hépatique pour l'étude enzymatique, la biopsie musculaire, l'étude enzymatique, eh bien, gardez toujours du sang pour envoyer à l'étude biochimique ou encore de l'ADN. Une fois qu'on a fait tout ça, peut-on avoir une orientation? Je répète, on a une clinique qui nous oriente, on a un équilibre acido-basique, on a un bilan biochimique hématologique de base, et on va voir comment a-t-on fait le diagnostic. Le premier, c'est un enfant qui vient dans une détresse neurologique. On fait un équilibre acido-basique. C'est un enfant qui n'a pas d'acidocétose. Il n'y a pas de corps cétonique, mais il a une DNPH positif. Tout le reste du bilan est normal. Je répète, lactate ammonémie normale, formule numération normale, glycémie normale, calcium. Il n'y a qu'une maladie, c'est la leucinose. La leucinose, tout est normal, sauf les LBH. N'importe quel laboratoire peut faire ça. Deuxième situation, nous avons une détresse neurologique, mais avec une acidocétose, avec des corps cétoniques et une DNPH modérément positive. Mais, qu'est-ce qu'on a? On a une leuconeutropénie, tout le reste est strictement normal. Ce sont les aciduries organiques, qui est acidémie méthylmalonique, acidémie isovalérique et acidémie propionique. Dans celui-ci, pourquoi il y a la numération? Dans l'acidémie méthylmalonique, on a tout ça, mais on a un VGM, on a une mégaloblastose, parce qu'on a des acidémies méthylmaloniques qu'on va traiter par des folates ou encore traiter avec des cobalamines. Et c'est pour ça la vitamine B12 et les phosphates vont faire partie des médicaments de l'urgence. L'acidémie propionique, vous allez avoir, et une leuconeutropénie, vous allez avoir une thrombopénie dans ces situations. Troisième tableau, détresse neurologique. C'est un enfant qui a une acidose sévère, pas de corps cétonique, pas de DNPH, formule normale, mais des lactates élevés, ammonémie élevée, une glycémie très basse. C'est un déficit de cétolyse ou encore d'oxydation des acides gras. Quatrième tableau, toujours neurologique.
pas de DNPH, acidose majeure, des lactates seuls élevés, glycémie normale, alors qu'ici glycémie est basse, là la glycémie est normale, la calcémie est normale, la formule est normale, l'ammonémie est normale. Il n'y a que les états d'hyperlactacidémie, c'est l'acidose lactique congénitale, déficit en pyruvate carboxylase, en pyruvate déshydrogénase, les métabolismes du cycle de Krebs et les cytopathies mitochondriales. Enfin, toujours dans les cliniques, vous avez un enfant déficit neurologique, mais acidocétose, absence d'acétocétose, pas de déficit en NADH, mais uniquement en ammonémie. Tout le reste est normal. Formule normale, glycémie normale, calcémie normale, lactate normal ou modérément élevé, mais une hyperammonémie qui avoisine les 700 micromoles. Vous êtes devant un déficit de cycle de l'urée, c'est-à-dire un déficit congénital de cycle de l'urée. Là, vous allez faire d'autres choses pour approcher le diagnostic dans des services que je mets ici. Enfin, quand on a un enfant qui fait des déficits neurologiques alors que tout le reste est normal, tout est normal, eh bien pensez aux vitaminosensibles, que ce soit de la biotine, B8 ou B6 ou B1, ou encore des maladies beaucoup plus complexes, le CDG syndrome ou encore maladie peroxysimale. Pour nous résumer, les maladies erreurs du métabolisme, il faut y penser. Et il faut y penser particulièrement chez un nouveau-né lorsque l'enfant n'a pas répondu à un traitement conventionnel d'antibiothérapie. Un tiers des malades considérés comme infections néonatales ont été traités à tort pour infection néonatale alors que ce sont d'authentiques maladies métaboliques. Et on a perdu un temps. Alors, pensez d'abord aux maladies curables pour lesquelles vous allez débuter un traitement d'urgence parallèlement aux investigations. Ces maladies, elles peuvent s'exprimer sur le tableau neurologique. C'est la leucinose, acidémie méthylmalonique, propionique, isovalérique et cycle de l'urée. D'autre part, si vous trouvez devant un enfant qui n'a de convulsions, c'est-à-dire un enfant, qu'elle soit tonique, myoclonique ou encore tonico-clonique, quelle qu'elle soit, elles sont réfractaires au traitement conventionnel anticonvulsivant, mettre à ce moment-là, penser aux vitaminosensibles, c'est-à-dire B6, B8, folénique ou magnésium. Insuffisance hépatique chez un enfant, galactosémie, parce qu'il y a des traitements d'urgence, fructosémie, intolérance au fructose, CDG ou anomalie de synthèse des sels biliaires ou anomalie d'oxydation des sels gras. Troubles cardiaques, troubles du rythme ou déficit, c'est toujours oxydation des sels gras. Et enfin, devant l'hypoglycémie persistante, pensez à la glycogénose, l'hyperinsulinisme, et vous allez demander des examens appropriés en fonction de ce que vous trouvez. Voici un tableau profil biologique typique de cycle de l'urée avec l'ammonémie uniquement l'ammonémie élevée, les aciduries organiques où vous aurez l'acidose mais modérément l'ammonémie, mais surtout des anomalies au niveau du sang, la leucinose, pH, tout le reste est normal sauf le DNPH, l'acidose lactique avec une acidose majeure et de l'hyperlactacidémie. Les acides gras, vous aurez une hypoglycémie majeure sans corset tonique. Et le défaut de cétolyse, vous aurez une acidose avec une cétonérie majeure. En conclusion, que peut-on faire? Que peut-on dire? Les maladies héréditaires du métabolisme existent bel et bien. Elles existent et surtout dans les zones et les aires géographiques où le mariage consanguin tient une part responsable, une part plutôt importante dans le mariage. Il faut commencer d'abord à faire un diagnostic et faire le diagnostic le plus simple possible, le plus rapidement possible, car pour traiter un malade, il faut nommer la maladie. C'est un problème majeur pour le clinicien, car ces maladies métaboliques sont responsables de mort in utero, de mortalité néonatale, de drames sociaux et de divorce, d'handicap, de perte de repères et d'espoir, d'hospitalisation inutile. Commencez à faire un diagnostic positif, pas par les examens les plus compliqués. On a vu que d'abord, il faut le faire par des examens, par des signes cliniques fines, une sémiologie fine, malgré des outils sophistiqués, et par des examens biologiques assez simples. C'est pour ça que les acteurs impliqués qui sont confrontés à ça doivent passer par une formation initiale et des mises à niveau régulier. D'où l'intérêt de partage des connaissances
partagent des expériences, ce que nous faisons aujourd'hui, en mettant à disposition et en échangeant nos recommandations, nos guidelines, nos recommandations de bonnes pratiques, des validations de techniques pour apprendre à reconnaître, apprendre à orienter et à traiter ce qui est l'exception. Mais pour une mère qui perd un enfant, l'exception n'existe pas. Et éviter l'errance diagnostique. Dans les pays développés, les familles mettent 4 ans pour faire un diagnostic. Réduire l'errance diagnostique va dans le sens de la prévention de ces maladies, car pendant ce temps-là, une grossesse est encore née. Pendant ce temps-là, des désespoirs à gagner ces familles. C'est l'espérance qui va pousser ces familles à espérer faire naître sans risque, qui est un objectif de médecine périnatale du 3e millénaire, qui nous fait passer de la médecine préventive à de la médecine prédictive. C'est pour ça, de nos voeux, peut-être le dépistage néonatal. Et là, s'il y a un comité national de génétique, pourra se pencher pour mettre à un tableau ce type de pathologies qui ne sont pas rares. Je vous remercie.